Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et d'ici là, nous allons laisser la parole à Claire David et Jean-Claude Grimbert pour une rencontre intitulée « Du théâtre à lire et à incarner ». N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la rencontre, à les faire remonter dans l'espace questions-réponses situé en bas de votre écran. À très bientôt. Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis donc Claire David. Je dirige la collection Actes Sud Papier depuis plus de 30 ans maintenant. La collection Actes Sud Papier, c'est donc un département des éditions Actes Sud qui publie à la fois des pièces de théâtre, des essais et des beaux livres sur la question du spectacle vivant. À l'intérieur de cette collection, de ce département, nous avons créé en 1999 une collection que l'on appelle EIOCA Jeunesse. À l'époque, nous travaillions en collaboration avec un centre national qui avait un département jeunesse à Sartrouville et qui s'appelait lui-même EIOCA. Notre principe était de publier des textes non joués et des textes assez exigeants, avec la même exigence littéraire que celle que nous demandons auprès d'auteurs dramatiques confirmés. Et à mes côtés, je vais vous le présenter tout de suite, j'en ai un plus que confirmé. Et donc, ces auteurs dramatiques écrivaient finalement assez peu pour la jeunesse. Et le théâtre jeunesse était beaucoup composé de compilations de textes, parfois limites, parce qu'on estimait que le théâtre pour la jeunesse était un peu fait avec des sous-moyens et avec donc peut-être des sous-textes. Et c'est ce pourquoi nous avons créé cette collection EIOCA Jeunesse avec un niveau d'exigence, on va dire, une pièce très écrite, avec une langue, avec un univers, on va dire, qui est celui qui appartient à l'auteur, avec une histoire qu'on raconte sous forme de personnages, une histoire avec des personnages qui dialoguent, une histoire qui pose des conflits et des situations. Et cette collection, on va dire, comporte aujourd'hui presque une centaine de titres. Elle est extrêmement repérée, on va dire, puisque nous avons très souvent des demandes non seulement de jeux, mais là, ça passe par un organisme qui s'appelle la SACD, mais aussi de reproduction dans les manuels scolaires, puisque tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'écriture de théâtre était aussi, et pour la jeunesse, un vrai genre littéraire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de cette collection avec à mes côtés Jean-Claude Grimbert, parce qu'il a initié cette collection. Jean-Claude a écrit aujourd'hui plus d'une dizaine de textes pour la jeunesse dans cette collection. Pendant 10 ans, on va dire, chaque année, j'avais un joli cadeau de la part de Jean-Claude qui était, tiens, j'ai écrit une nouvelle pièce. Ça a commencé avec le petit violon, s'en est suivi Marie des Grenouilles, Ikeox, Pinocchio et Barbie, Le Petit Chaperon Uf, Mange ta main, Ma chère Terre, La Reine Maigre et Mon étoile. Ces pièces ont connu des productions diverses et variées, ont connu des éditions scolaires avec des appareils dramaturgiques qui sont proposés, des appareils pédagogiques qui sont proposés aux enseignants qui veulent faire l'étude de l'ensemble de la pièce. On connu aussi des éditions à l'étranger. Par exemple, là, on voit en Italie une maison d'édition italienne qui a republié dans la même maquette que nous
des textes de la collection EIOCA Jeunesse. Bref, a connu toute une diffusion parce que tout d'un coup, ça s'est inscrit aussi dans les centres dramatiques nationaux comme une sorte d'obligation de proposer dans leur programmation adulte des programmations qu'on appelle tout public, et notamment qui veut dire on peut y aller en famille ou on s'adresse aussi aux enfants. Moi, j'ai ajouté une dimension éditoriale à cette notion de répertoire qui est que je m'adresse à l'enfant lecteur. Jean-Claude Grimbert, je voudrais peut-être commencer à te faire intervenir là-dessus parce que cet enfant lecteur, tu l'as souvent rencontré dans des classes où tu as été amené à faire des interventions et tous les deux, on a été très souvent surpris de la qualité des questions, de l'intérêt que l'enfant éprouve à la lecture du théâtre parce que souvent, il a un personnage auquel s'identifier, il a une thématique qui le concerne. Donc, tu pourrais nous parler de ce rapport à l'enfant lecteur et comment tu as écrit ces très nombreuses pièces, comment elles sont venues à toi. Je te laisse la parole, Jean-Claude. Bonjour. Je n'ai pas écrit spontanément. C'est un ami londonien. Les théâtres anglais subventionnés, je l'ai appris après, avaient l'obligation de créer des pièces pour la jeunesse inédites. Voilà. Sinon, ils n'ouvraient pas une enveloppe dans laquelle il y avait de l'argent destiné à cette pièce pour la jeunesse inédite. Et donc, j'ai écrit Le Petit Violon pour cet ami qui m'a invité à venir à Londres. Et j'ai été voir la pièce dans un petit théâtre, dans un quartier très, très populaire. Il y avait à peu près 50 langues parlées différentes dans ce quartier. Et dans la salle, il y avait des sourds-muets, des gosses aveugles, des gosses en roulette, et puis bien sûr des gosses valides aussi. Et j'ai vu que face à la pièce, tous ces enfants qui avaient toutes les couleurs et toutes, voilà, on peut dire tous les malheurs aussi, et toutes les joies réunies, et je me suis dit que c'était là que ça se passait, quoi. Que c'était le public dont on avait besoin, nous les auteurs. Et je me suis mis régulièrement à écrire des pièces. Alors, il y a des pièces, par exemple, Marie des Grenouilles, j'ai écrit ça en 1h30, voilà. Alors que si je me mets sur un autre projet, donc il y a une sorte de joie à écrire, et puis il y a la joie après de rencontrer les enfants, et puis de voir les spectacles. Des fois, c'est formidablement monté, d'autres fois, c'est juste une lecture. Mais les enfants sont toujours extrêmement surpris, c'est-à-dire ils voient des trucages à la télé ou au cinéma tout le temps, mais si un chiffon sort du plateau et s'anime un petit peu, ils sont vraiment, ils ne comprennent pas, mais comment on fait ça? Voilà, la magie du spectacle ne diminue pas avec cette profusion d'effets spéciaux de toutes sortes. Et souvent, dans les questions, les gosses montrent une maturité et un intérêt, et puis un désir de faire du théâtre, de jouer aussi. Et je pense que le théâtre à l'école, c'est comme, alors tout le monde dit ça, il faudrait, mais je pense que c'est très bien qu'ils fassent du sport, mais que dans les sports les plus enrichissants, le théâtre existe. D'abord parce qu'ils apprennent la démocratie et le vivre ensemble. S'il y en a un qui ne dit pas sa réplique, vous ne pouvez pas dire la vôtre. Voilà. Donc, ça, c'est des... Enfin, tout ça pour dire que pendant quelques années, j'ai eu beaucoup, beaucoup de joie à écrire pour la jeunesse. Je regrette personnellement qu'il n'y ait pas
de théâtre voué à la jeunesse, voilà, avec des moyens, avec, dans chaque ville, dans chaque capitale à peu près européenne, il y a un théâtre qui est l'équivalent de la colline ou de quelque chose comme ça, consacré au répertoire pour la jeunesse. Donc, c'est toujours de grosses difficultés, c'est-à-dire écrire pour la jeunesse avec 2 personnages, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, on n'écrit pas comme Beckett pour les enfants. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de représentation. Donc, tout ça demande de l'argent. Comme tout le monde demande de l'argent, il y a de moins en moins d'argent pour ce type de spectacle, et ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Donc, j'ai cessé d'écrire pour la jeunesse du théâtre, et je me suis consacré à d'autres choses. Et donc, les autres choses, entre autres, qui t'ont fait glisser, on va dire, presque vers le conte. On a vu le succès aux éditions du Seuil d'une si précieuse marchandise, mais auparavant, nous avions publié Les Vites à l'abri dans le secteur jeunesse, qui a connu aussi un beau succès. Il faut dire que Jean-Claude est un auteur repéré, on va dire, en jeunesse, même s'il reste aussi dans le secteur des adultes, puisque nous continuons à publier soit dans la collection Babel, chez nous, de la collection Poche d'Actes Sud, soit dans la collection Adulte, un endroit où aller, soit dans la collection Papier. On a un projet à venir d'ailleurs en 2023 ou début 2024. Il continue à publier au-delà même du fait que les textes ne soient pas forcément portés sur scène. Alors, il y a des projets cinématographiques parce que ton écriture aussi appelle des images. Ton écriture aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est presque sans effort quand on lit Jean-Claude Grimbert, et beaucoup quand on lit du théâtre jeunesse, les images s'imposent. On n'a pas à inventer son petit théâtre. Quand un metteur en scène, après, va nous faire des propositions de décors, bon, c'est très bien, c'est jubilatoire, mais le théâtre en lui-même se suffit parce que tes personnages sont très bien campés, parce que les dialogues existent et tout est dit dans les dialogues. À chaque fois, tu renvoies, si elle est la maman, il s'est dit qu'elle est la maman. Si c'est le fils, c'est dit. Si on est dans la nature, dans la forêt, ils s'en vont dans la forêt, c'est-à-dire sur le principe même du conte. Et on peut dire en ça que tu suis toute une génération, voire même tu t'en es inspiré au début de tes textes, de grands conteurs comme les contes de Grimm, où le conte est quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, parce que j'ai découvert ça très tard, en fin de compte. Oui, Voilà. Pas quand tu étais enfant. Pas quand j'étais enfant du tout. Voilà. Donc, voilà, il y avait une sorte de... Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des auteurs jeunesse et il y a des chefs-d'œuvre. Voilà. C'est-à-dire, il y a des auteurs qui ont écrit des pièces qui resteront, s'ils ont la chance d'être joués. Voilà. Et c'est une sorte de bagarre, c'est-à-dire le fait d'être édité, c'est très important parce que ça, les enfants peuvent rencontrer les livres et au-delà, la représentation motive d'une autre manière les auteurs. Je voudrais préciser une chose, c'est que quand j'écris pour la jeunesse, je ne change pas mes sujets. C'est-à-dire, j'écris sur la déportation ou sur le passé d'enfants cachés. Il n'y a pas de... Je ne me dis pas, il faut que ce soit pour les enfants quelque chose de facile. Simplement, quand vous parlez à un enfant, quel que soit le sujet, vous ne parlez pas comme un adulte. Voilà. Vous parlez avec une sorte de précaution. Et je pense que les sujets sont les mêmes, c'est le traitement qui est différent. Voilà.
Je précise que je suis très vieux, c'est pour ça quand elle dit que je suis reconnu et tout ça, c'est grâce à l'âge. Mais l'âge a des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le point de... Surtout toi. Mais toi, tu es sur le point de mourir depuis, on va dire, je te connais et ça fait de nombreuses années. Et il est toujours bien vivant et toujours en écriture. Oui, tu as pu aborder des thèmes à l'intérieur de tes pièces et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tous les sujets sont abordables. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire tous les sujets sont abordables. C'est la façon de amener le sujet auprès des enfants, hein, puisque c'est notre destination, qui va faire, on va dire, la richesse de la pièce. On a vu, par exemple, tu as pu aborder la question des écrans, tu as pu aborder la question de la revisitation du petit chaperon rouge en petit chaperon UF, par exemple, où tout d'un coup, le loup est un caporal SS. On a vu Pinocchio et Barbie sur la question de l'humanitaire. On a vu une pièce Ikeox sur la question des religions. Comment on peut avoir des dieux différents et être amis. C'est-à-dire des vraies questions qui peuvent se poser auprès des enfants. On a vu avec Marie des Grenouilles des histoires d'amour, empreintes de contes. Bref, et à l'intérieur de l'ensemble de notre catalogue, c'est jamais un même sujet ou c'est jamais un sujet, moi, qui va me freiner dans mon choix éditorial. Au contraire, je me dis, ah, chouette, ça n'a pas été encore abordé pour les enfants. C'est beaucoup plus son accessibilité ou la façon dont l'auteur va exprimer son point de vue et va l'amener à l'intérieur d'un format court. En général, une pièce pour enfants, c'est 1 heure et quart de lecture maximum. Il y a souvent un personnage qui est un personnage d'enfant auquel l'enfant peut s'identifier et donc c'est construit sous forme de dialogue. Quand on a vu dans le théâtre de Joël Pomera comment il reprend Cendrillon ou comment il reprend le petit chaperon rouge lui aussi, ou comment il a repris aussi Pinocchio, c'est vraiment un point de vue d'auteur qui s'exprime dans le monde d'aujourd'hui, avec les problématiques d'aujourd'hui et qu'il met en dialogue à ce moment-là. Et donc, voilà, je tenais à dire ça du point de vue des sujets. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les sujets te viennent moins, ou c'est vraiment la question de la représentation? C'est-à-dire, ce que Jean-Claude dit aussi, c'est que si un auteur dramatique n'est jamais joué, certes, il aura moins envie d'écrire pour le théâtre, ce qui est légitime. Je pense que tu viens de citer le nom de Pomera. Ce que Pomera a réussi, c'est que c'est un auteur qui monte ses pièces lui-même, mais qui a monté une entreprise. Voilà. Et cette entreprise est formidable. C'est-à-dire qu'il peut jouer son chaperon rouge et mon chaperon UF, c'est à peu près la même année. Voilà. Lui continue à jouer, alors que, à part quelques troupes amateurs, voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut être tout. Voilà. C'est-à-dire que il faut être à la fois metteur en scène, il faut être à la fois administrateur, et c'est devenu très, très difficile. Et surtout, je pense que les grands théâtres nationaux, qui ont de l'argent et tout, montent des classiques. Voilà, en grande partie. Et quand ils montent des auteurs contemporains, il y a un côté... voilà, il faut des vedettes, il faut des trucs, que ce soit dans le privé ou... Voilà, petit à petit. Donc, Pomera, c'est l'exemple de la réussite malgré tout. Voilà. Mais on n'est pas tous des malgré tout. Voilà, on est des... Et moi, je me suis lassé, non pas d'écrire pour le théâtre, mais des difficultés qu'on rencontre pour être joué, voilà, on a la promesse d'un acteur qui dit au dernier moment, non, j'ai un film. Voilà. Alors, quand vous écrivez des livres, vous avez quelqu'un qui est l'éditeur,
vous avez un rapport avec cet éditeur, et puis s'il dit oui, c'est oui. Voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas pour me plaindre, hein, parce que j'ai une grande chance. Et puis aussi, c'est vrai que les 5 premières pièces pour la jeunesse, c'était une grande spontanéité, et il faut cette spontanéité pour… alors après, par exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Reine Maigre. J'ai eu aucun retour. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui n'ont pas voulu la monter ou tout. Je n'ai même pas eu l'impression d'avoir écrit une nouvelle pièce. Donc, peut-être que ça s'est usé aussi. Parce que tu ne tiens pas compte de ton lectorat qui te suit. Eh bien, restons un peu sur cette pièce qui est d'une grande drôlerie. Si on en raconte un peu l'histoire, parce que ça, c'est une pièce que moi, j'adore et j'aimerais un jour la voir sur scène. Elle est complètement inédite, mais là, je pense que vous avez bien saisi les difficultés de transmettre des pièces. Et puis, c'est l'empressement que peut avoir un auteur aussi à voir sa pièce on va dire fraîchement écrite, mais enfin là, ça fait un petit moment. Hein. En 2012, elle a été écrite et publiée, donc ça fait 10 ans. Bon, c'est ça l'avantage du théâtre, c'est qu'à n'importe quel moment, ça peut revenir sur scène, il suffit de l'intérêt d'un metteur en scène. Ça, on a compris aujourd'hui les difficultés, d'autant plus que là, il y a de nombreux personnages. C'est sur la question de la transmission. Cette pièce, enfin, la question d'un conflit entre un homme et une femme sur la question de la transmission, de l'héritage fait à leurs jumeaux. Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu l'histoire C'est très compliqué. Elle est très compliquée, mais Ouais. si on la pitch, c'est-à-dire il y a le royaume du trop. Voilà. Donc déjà, on est dans un univers de drôlerie. Il y a la trop maigre, la reine trop maigre et le roi trop gros. Et ils demandent à Dieu de leur envoyer un enfant à leur image. Et au lieu d'en recevoir un, ils en reçoivent 2. C'est des jumeaux. Et l'un est comme la mère, avec le caractère du père, et l'autre est comme le père, mais avec le caractère de la mère. Voilà. Donc, après, c'est une guerre de succession voilà, entre… c'est une guerre affreuse où les parents sont tués par les enfants et après les enfants s'entretuent. Voilà. Voilà. Mais c'est très drôle. C'est extrêmement drôle Et ça peut… Et ça ressemble à la vie. C'est ça. Oui, ça ressemble à la vie, ça ressemble à tous les petits jeux de guerre que peuvent inventer les enfants en essayant, on va dire, d'expulser leurs pulsions les plus profondes sans même qu'elles soient exprimées. Et là, je trouve que ce genre de pièce est tout à fait un lieu d'exutoire possible de l'imaginaire, souvent violent et les contes ne sont pas tout roses non plus. Voilà. Hein. Il y a une troupe amateur qui l'a montée avec des moyens du théâtre amateur et ils ont fait un très beau spectacle qui jouait dans des granges dans leur région et c'était… voilà. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que je suis un auteur pour adultes, par exemple Atelier ou Zone Libre, qui est étudié en scolaire. C'est-à-dire que les pièces pour adultes peuvent être jouées devant des enfants ou, en tout cas, des jeunes, des lycéens, des collégiens, voilà. Donc, je suis pas frustré mais cette écriture particulière pour le théâtre, dit du théâtre de la jeunesse à destination d'enfants jeunes à qui on peut parler des problèmes du monde qu'ils auront à rencontrer et tout, c'est-à-dire que l'atelier soit dans tous les livres scolaires qu'on peut imaginer avec des extraits et tout ça depuis des années, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi qui suis parti de l'école à 14 ans avec mon certificat d'études primaires que tous les instituts m'avaient dit tu ne l'auras jamais parce que tu ne fous rien.
Et en fin de compte, sans rien foutre, j'ai réussi à l'avoir. Et après, grâce au fait que je n'ai rien foutu comme apprenti, j'ai rencontré le théâtre. Donc, on peut raconter aussi sans être un intellectuel, sans sortir des grandes écoles. Voilà, on peut passer sa vie à écrire et se retrouver dans des manuels scolaires alors qu'on n'était même pas en classe. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est très important dans les débats. C'est-à-dire, il y a des gosses qui ne suivent pas. Mais par contre, vous leur faites faire du théâtre et brusquement, vous voyez ces gosses briller. Vous voyez, moi, j'ai vu, je me rappelle à Charleville-Mézières, d'un môme qui avait fait Pinocchio dans Pinocchio et Barbie. Et j'ai dit, mais il est formidable ce môme. L'institut m'a dit, allez lui dire, parce qu'il ne suit pas en classe, il se fait toujours charrier, il n'y arrive pas. Voilà, bon. Donc, j'ai été le voir. Et c'est vrai que brusquement, il s'est redressé et il a regardé ses copains d'une autre manière. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de sortir du même moule. Voilà. Il faut accepter qu'il y ait. Et je pense que le théâtre, c'est un révélateur. Voilà. C'est un révélateur. C'est d'ailleurs le seul métier, l'un des rares métiers où on n'a pas besoin d'avoir le bac. Hein. Au conservatoire, à un moment, ils ont dit on ne prendra que les élèves qui ont le bac. Alors, je leur ai parlé de Rému et je leur ai dit, vous pensez que Rému, il avait le bac et voilà. Donc, voilà, il faut qu'il y ait des endroits comme le théâtre où n'importe qui peut jouer dans n'importe quelle langue, avec sa propre culture. Voilà, il y a un moyen d'associer les Français entre eux. Ben, ce moyen, ça peut être la chanson, ça peut être la musique. Voilà, il y a des tas d'orchestres dans le monde qui sont composés de manière ethniquement impossible dans d'autres pays. Voilà. Donc, la démocratie, c'est de faire que la culture du monde soit diffusée dans chaque pays. Voilà. Qu'on connaisse l'autre à travers le théâtre et qu'on se connaisse soi-même en lisant, en jouant, en racontant. Voilà. Je pense qu'il y a un chantier énorme à faire et que si on se plaint de l'abrutissement ou d'un tas de problèmes et tout, si vous ouvrez la télé à certaines heures, il ne faut pas être surpris, ou si vous regardez, moi je ne sais pas manier les réseaux sociaux et tout ça, mais ce qu'on me raconte sur les réseaux sociaux, il ne faut pas s'étonner si, à la fin, on se retrouve entre abrutis. Voilà. Il faut lutter contre l'abrutissement. Et lutter contre l'abrutissement, ça n'est pas la haute culture, c'est une culture sincère. Voilà, authentique. Sincère et partagée. C'est ce que permet, encore une fois, le théâtre, parce que quand on parle du jeu, bon, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Effectivement, on peut faire son spectacle de fin d'année et inciter les enfants à incarner des personnages. Mais avant cela, il y a toute une dimension qui est beaucoup plus, on va dire, fine, parce que la lecture du théâtre, certes, elle peut se faire seule dans son fauteuil. C'était le fameux petit théâtre dans son fauteuil d'Alfred de Musset. Pour un enfant, c'est peut-être plus compliqué, ou alors on va s'adresser encore aux enfants qui sont de grands lecteurs et qui aiment ce moment de solitude. Mais n'oublions pas que le théâtre, ça va être surtout de faciliter la lecture accompagnée. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un adulte qui va prendre un personnage, l'enfant va être incité à en prendre un autre, ou l'adulte va prendre 3 personnages et l'enfant va en prendre un. Ça va l'obliger à se concentrer, ça va l'obliger à suivre l'histoire, ça va l'obliger à savoir à quel moment il doit intervenir, ça va l'obliger à comprendre, on va dire, ce qui se passe dans l'action. Et ça va lui permettre d'écrire lui-même. Et voilà. Moi, j'ai écrit des savas et j'ai écrit des moments. J'ai reçu des moments écrits par des lecteurs, adultes. Voilà. Non, enfants. Enfants. Des enfants. Voilà. Et c'est, je pourrais les mettre dans mon bouquin, quoi. Voilà. C'est-à-dire,
c'est quelque chose qui se… C'est une dynamique. C'est une contagion qu'il faut créer. Voilà. Ouais. Et donc ça, je disais, ça c'est la lecture accompagnée, donc on peut le faire avec le livre en main et être aux côtés, non seulement dans cette proximité, on va dire, de lecture ensemble, mais aussi ça peut être la lecture à voix haute. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les questions de la récitation à l'école, toute la question du poème est un peu mis de côté. Et toute la notion de la lecture à voix haute, on le sait parce que chez les adultes, souvent dans les études, notamment les études d'avocat, on a réinstauré les concours d'éloquence. Pourquoi? Parce que la lecture à voix haute, c'est la question de l'expression, de la confiance en soi, de la destination de sa parole, de l'élocution. Et ça, le théâtre est la base même en termes de lecture, du franchissement et du dépassement de soi. Voilà, prendre un livre, il ne s'agit même pas d'apprendre par cœur, prendre un livre et puis tout d'un coup se donner l'écho dans la classe à voix haute de ce qu'on est en train de lire, eh ben, je vous promets que ce n'est pas facile à faire. Même souvent chez des adultes, on se rend compte que la lecture n'est pas fluide et que bien souvent, dans le passage à la voix haute, il y a des formes de résistance ou de difficulté ou de lenteur qui s'installent et qui peuvent limiter, on va dire, la compréhension des textes. Donc, toute cette question de la lecture du théâtre a des vertus, on va dire, vraiment multiples et dans lesquelles nous nous battons avec Jean-Claude pour continuer à défendre cela dans l'esprit d'un théâtre contemporain, dans l'esprit d'un théâtre d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des problématiques qui sont tout à fait concernées, des questions de l'environnement, des questions de la position de la femme. Tout est envisagé à l'intérieur de ça. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas pour nous de lire Molière ou de lire Racine, même si c'est très bien de lire Molière ou de lire Racine. Et c'est justement cette question de ce que tu disais, Jean-Claude, de la question de l'âge, où tout d'un coup, il y a un abolissement des frontières entre l'adulte et l'enfant. Et encore une fois, Jean-Claude est emblématique de ça. On a publié Moment 10 fois, qui sont des scènes d'un petit garçon avec sa maman. On a publié ça chez Actes Sud dans Babel, dans le secteur adulte. Et en fait, ce petit garçon, c'est toi, Jean-Claude, avec ta maman, où tu imagines certaines scènes. Raconte-nous un peu ce que sont ces mamans. C'est dialoguer, c'est… J'avais écrit, je me souviens, j'étais dans une chambre d'hôtel à Madrid et j'avais écrit un petit texte. J'ai écrit beaucoup de choses autour de ma propre maman, dont l'atelier, par exemple. Et puis j'ai relu et j'ai trouvé ça tellement bête. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais c'est nul, c'est nul. Et je l'ai repris en déformant tous les mots. Voilà. Et… Ce qui pouvait penser à du yiddish aussi. Oui, bon, mais c'est pas ça, c'est devenu deux clowns. Voilà. Un clown enfant, bébé presque. Mais avec des réflexions. Maman. Mais avec des réflexions d'adultes. Voilà. Et ça m'a occupé pendant un an. J'ai écrit 10 moments. 10 scènes. Voilà. Et c'est… et je le vois avec… j'ai reçu d'autres gosses qui ont envie de parler. On est entre le grommelot et et le pijmassa. Voilà. Moi, au début, à la lecture, j'étais quand même un peu surprise en me disant, oh là, tu ne vas pas nous faciliter les choses, il faut corriger toutes les erreurs de langage. Et en fait, non, parce que c'est assez hilarant. David Lescaut fait ça aussi depuis que je suis née dans ses spectacles J'ai trop d'amis ou J'ai trop peur, où il reproduit le langage d'une petite sœur qui est en maternelle. Et sur scène, j'avoue que c'est absolument hilarant. Et quand on s'amuse à faire attention à la lecture des mots, quand on lit le livre, tout d'un coup, on retrouve un charabia enfantin où on se comprend, mais sans que ce soit les mots, on va dire, écrits classiquement. Voilà. Et je n'écris pas comme mon grand-père parlait. C'est-à-dire non.
comprendrait pas. Voilà. Et moi-même, je ne le comprenais pas. Non. Ouais. Alors que là, c'est deux personnages qui se comprennent, qui parlent la même langue, mais qui est une langue à eux. Cette question de la langue, on pouvait la retrouver aussi même au travers de la musique dans Les Vite à l'abri, où on pouvait imaginer que c'était toute l'errance juive, enfin. De toute façon, on raconte sa propre histoire. Hein, c'est-à-dire Voilà. il se trouve que j'ai une histoire que je partage avec beaucoup d'autres qui maintenant ont mon âge et qui sont sur le plongeoir. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de... Bon, les histoires des enfants cachés, on n'en a pas parlé pendant des années, des années, des années, parce qu'on ne pensait même pas que ça avait une forme d'importance. Puis un jour, on s'est aperçu qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on était? On était des pas pris. Voilà. Mon père a été pris et pas moi. Et aussi des enfants, dans mon cas et dans le cas de mon frère, qui ont été raflés et relâchés. C'est-à-dire qu'on met toute une vie à comprendre qu'on est survivant. Et c'est aussi parce qu'il y a des gens, des historiens qui ont écrit, il y a des écrivains qui ont écrit. Il y a par exemple Beckett qui écrit Godot. Il n'aurait pas écrit Godot avant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien après, c'est-à-dire on dit, mais on joue les classiques et les classiques disent tout. Mais sans Beckett, il n'y aurait pas eu ce changement de langue, ce changement de... Voilà, on ne pouvait pas continuer à écrire et à jouer comme dans les spectacles de Monterland ou de Claudel. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Non, mais vas-y, continue sur ce sujet-là. Voilà, la modernité, c'est aussi de pouvoir dire son quotidien dans lequel son propre passé joue son rôle et de partager les histoires. Et parfois, son propre passé peut rejoindre l'histoire d'autres. Par exemple, dans Les Vite à l'abri, on peut tout à fait imaginer un peuple de migrants. Certes, tu lui as donné des couleurs plus à l'est et des migrants qui seraient attachés à la musique, donc quand on a l'histoire. Mais en fait, n'importe qui peut être aussi migrant à l'intérieur de sa propre vie et avoir des difficultés à garder un même logement, avoir des difficultés à créer des attachements dans la ville où il est. Donc finalement, au fond, à partir de sa propre histoire, parce que je crois que tout écrivain ou tout bon écrivain écrit à partir de sa propre histoire, on peut tout à fait, on va dire, la rendre un peu universelle ou la rendre telle de façon à ce que d'autres histoires peuvent venir se raccrocher à la sienne. Et c'est ça qui est important. Moi, dans ma lecture en tant qu'éditrice aux éditions, c'est toujours ce que j'essaye de voir, c'est-à-dire comment on s'échappe, comment l'auteur s'échappe de la petite histoire qu'il raconte, de façon à ce que nous, on puisse être les passeurs de ça vers d'autres univers, on va dire, vers des univers beaucoup plus larges. Je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Donc, voilà. Écoutez, si moi, Il y avait une petite question, Claire, pardon, je vous Oui, coupe. allez-y. Pour Jean-Claude Grimbert qui disait s'intéresser au conte, l'avoir découvert tardivement et vraiment s'en inspirer pour écrire du théâtre. Qu'est-ce qui vous touche autant dans le théâtre, dans le conte, pardon? L'enfance. C'est-à-dire que, et ça, je m'en suis aperçu il y a peu de temps. Qui pouvait me raconter des histoires? J'étais avec mon frère, il avait 4 ans de plus que moi. Moi, j'avais 4 ans, lui, il avait 8 ans.
les contes, on n'était pas là pour se raconter le petit chaperon rouge ou le petit pousset. Or, on vivait ça. On vivait. Voilà, on était chez des gens. On était d'abord dans un groupe à Moissac, sauvés, protégés, avec des gens qui avaient pris des risques énormes pour nous faire passer la ligne de démarcation, avec déjà des faux papiers. Voilà, c'est des aventures. Voilà, quand je dis on met toute sa vie pour se rendre compte de ce qu'on a vécu, moi, quand j'ai lu Pinocchio, je sais pas, j'ai lu ça, j'avais entre 40 et 50 ans, j'ai dit à mon épouse, je ne lirai plus que Pinocchio. Voilà. J'ai découvert un univers, un grand penseur, c'est Collodi, qui montre comment, en étant le plus sournois possible, le plus malin et tout, on devient peu à peu, on apprend à devenir un homme, un vrai petit garçon. D'un pantin de bois, devenu un vrai petit garçon. Eh bien, moi, je me retrouve là-dedans. J'ai un pantin, pas en bois, mais en papier mâché, et je suis devenu un homme grâce à ces gens qui nous ont gardés et tout. Après, à ma mère, qu'on a retrouvée. Et puis, voilà, c'est un conte de fées. Avec l'horreur, on a vécu dans l'horreur, mais aussi dans la merveille. C'est-à-dire, je me souviens que j'ai retrouvé ma mère après 3 ans de séparation, sans savoir, elle ne savait pas ce qu'on était devenu, et moi, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Donc, et même, je ne savais pas ce que c'était qu'une mère ou un père. Voilà, mon frère savait, parce qu'il avait 4 ans de plus. Mais moi, ça n'avait pas de couleur pour moi. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Je ne sais plus si je suis en train d'y répondre. Tu y réponds très bien et de façon très touchante. Et je pense qu'on va pouvoir un peu conclure là-dessus parce que je crois que la fin de l'entretien approche. Je crois qu'en fait, ce qu'on peut saisir là, et tu vas même au-delà de la promesse que je fais sans arrêt quand je parle des yoga jeunesse, qui est de dire, insister pour proposer ça aux enfants, c'est d'une richesse folle. Ce que tu dis toi, c'est même aux adultes. C'est même que les adultes doivent lire cette littérature aussi parce qu'elle apporte autre chose. Il y a une forme, il y a toujours une part d'enfance. Il y a une part peut-être d'insouciance qui est levée à l'intérieur de la littérature jeunesse. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Je te laisse le mot de la fin, Jean-Claude. Alors, on peut dire qu'on vit dans un conte qui est à la fois horrible et merveilleux. Et que quand on écrit pour les enfants, il faut à la fois leur dire ce qu'est le monde et leur donner envie de vivre malgré tout leur vie dedans, parce qu'ils n'auront pas d'autre chance ni d'autre vie. Voilà. C'est-à-dire, il faut s'arranger pour être heureux, malgré le discours mortifère qui est présent aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils tiennent le coup, les gosses. Hein. Voilà. Il faut qu'ils aient envie de vivre. Et alors après, ils pourront peut-être faire en sorte que la planète sera sauvée. Mais si on leur dit, vous allez vivre dans votre vie, vous êtes condamnés à crever de chaud, à ne pas avoir d'eau, à avoir la bombe atomique sur la gueule, comment font-ils? Voilà. Merci, il faut penser à ça. Claude. Il faut penser, moi je n'ai aucun pouvoir d'aucune sorte pour changer le sort du monde, mais je peux changer le sort d'un enfant comme moi, Pinocchio à 40 ans, en fin de compte, en sortant d'une immense dépression, j'ai retrouvé le goût de vivre parce que je me suis Merci beaucoup. On va conclure là-dessus, mais c'est une très très belle conclusion. Donc on vous remercie bien chaleureusement tous les deux. Merci à tous les participants qui ont suivi ce webinaire. Vous pourrez le retrouver en ligne après le salon. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.